1971, on a la publication de Las Vegas Parano. Donc le titre original de Las Vegas Parano, c'est Fear and Loathing in Las Vegas. Fear and Loathing, ce qui se traduit par peur et dégoût à Las Vegas. La peur et le dégoût vont être un thème récurrent chez Thompson. Il va y avoir beaucoup d'articles qui s'appelleront comme ça Peur et dégoût. Je crois qu'il y a un bouquin même qui circule qui s'appelle Peur et dégoût à Rolling Stone, et ça sera tous les articles qu'il a écrits pour Rolling Stone. Las Vegas Parano, c'est le livre préféré d'Hunter. Donc c'est pour ça qu'au départ j'ai axé ça là-dessus. Mais avant de partir pour Las Vegas, Hunter travaillait sur un article concernant la mort accidentelle de Rubén Salazar, soi-disant assassiné par la police de Los Angeles. Rubén Salazar était un journaliste de télévision chicano pour la télévision KMEX. Salazar était un ami d'Oscar Zeta Acosta. Oscar Zeta Acosta était un avocat, dramaturge, activiste, avec une soif sans pareil pour toute drogue quelle qu'elle soit, et surtout celles qui étaient psychédéliques. Acosta dit « Les flics ne perdent jamais, me dit Acosta. Ils viennent d'assassiner le seul mec qui pouvait leur faire peur dans la communauté. Et je peux t'assurer qu'aucun flic ne sera jugé pour ce crime. » C'est dans ces termes qu'Acosta a invité Thompson à venir mener l'enquête pour l'article de Rolling Stone qui s'appellera « Drôle de remue-ménage en Aztlan ». En Aztlan, A-Z-T-L-A-N. Strange Rumblings in Aztlan. Alors qu'est-ce que c'est l'Aztlan? L'Aztlan, en fait, ce sont les terres ancestrales des Aztèques. Les terres ancestrales des Aztèques, ça couvrait la Californie, l'Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique et même parfois le Colorado. Donc Hunter part du Colorado sur Los Angeles pour enquêter sur la mort de ce journaliste. Alors au début, Hunter ne veut pas vraiment croire que ce journaliste a été assassiné par la police. C'est pas parce qu'il ne croit pas que la police soit capable d'assassiner des gens. En fait, il vient de Louisville dans le Kentucky où le Ku Klux Klan a officié depuis longtemps avec, si ce n'est les encouragements de la police ou parfois même les chefs de la police qui sont les grands vizirs du Ku Klux Klan. Donc il sait très bien que la police est capable de tuer des innocents. Mais il refuse de le croire parce que là, il s'agit d'un journaliste qui est quand même connu, c'est un journaliste de télévision. Et s'ils sont capables de tuer un journaliste connu de la télévision, ils seraient capables aussi de le tuer lui. Donc à 32 ans, Hunter ne veut pas vraiment y croire. Donc il part pour mener l'enquête. Et donc il pèse les pour et le contre, mais plus il avance, plus il y a de pour et moins il y a de contre. Il dira même que le shérif de Los Angeles était un très mauvais menteur. Mais quand il arrive à Los Angeles, il se retrouve dans une zone de guerre. Les Chicanos ont déjà fait sauter le mur de l'office du procureur général. Et là, quand il arrive, ils ont fait sauter une bombe dans la mairie de Los Angeles. Quand Hunter appelle la police pour avoir des détails ou des renseignements, il se fait envoyer sur les Roses. Et dans le ghetto mexicain de Los Angeles, qui est donc East LA, l'est de Los Angeles, n'est pas vraiment bien accueilli. Les gens sont un peu hostiles. Ah ben, il est blanc. Puis son copain Acosta, oui, c'est un avocat, il fait partie de la communauté, etc. Mais Acosta, il n'habite pas East LA. Acosta, il habite à Malibu, il habite au bord de l'océan. Il ne fait pas vraiment partie de la communauté. Et puis avec ses grands discours sous LSD, etc., ça commence, c'est le Front de libération des Chicanos. C'est des gens qui vivent l'harcèlement de la police de façon quotidienne, etc. Chose qui ne se passe pas à Malibu. Donc Acosta n'est plus tellement vraiment en phase avec ce qui se passe dans le milieu des Chicanos qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent. Ils ne posent pas des bombes pour s'amuser. Donc à ce moment-là, Sport Illustrated, le magazine de sport américain, demande à Hunter d'aller couvrir une course de motocross à quelques kilomètres de Vegas, et il emmène Acosta avec lui pour lui servir de garde du corps. Et il décrit dans Las Vegas Parano, il va décrire Acosta comme un Samoan de plus de 150 kilos,
Et alors, au moment de la publication de Las Vegas Parano, Acosta n'est pas du tout d'accord, hein, parce que c'est pas sur les 150 kilos qu'il n'est pas d'accord, c'est sur le fait qu'il est de Samoa, parce qu'il est fier de sa nationalité mexicaine, Acosta. Et alors, il fait des oppositions pour la publication du livre. C'est un bâton dans les roues. Et alors, évidemment, au moment de la publication du livre, il y a tout un tas d'avocats qui sont là pour juger de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Il va y avoir des procès pour ceci, il va y avoir des procès pour cela. En fait, il faut savoir les procès qui vont faire de la bonne publicité, les procès qui vont faire de la mauvaise publicité. Et en fait, les avocats finissent par réussir à négocier avec Acosta. Et Acosta, ce qu'il veut, il veut sa photo avec Thompson sur la page de la couverture de fin du livre. Donc, sur l'édition originale, on a la photo de Thompson et Acosta à Las Vegas. Et ça, c'était la condition d'Acosta pour que le livre soit publié. Thompson, il l'a déguisé en samoan, pas pour en faire un personnage ou pour quoi que ce soit, il l'a déguisé en samoan pour le protéger, vu que c'était quand même un avocat important. Et avec ce qui va se passer à Las Vegas, il fallait quand même penser à le protéger. Il faut penser qu'à l'époque, quand on arrivait de Los Angeles à Las Vegas, il y avait un énorme panneau qui disait « 1 juin égale 10 ans de prison ». Le titre complet de Las Vegas Parano, c'est « Fear and Loathing in Las Vegas, a savage journey to the heart of the American dream ». Un voyage sauvage au cœur du rêve américain. Une grande partie de l'œuvre de Thompson est consacrée à savoir qu'est-ce que c'est que ce rêve américain. Hein? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une chimère? Comment on peut parler de rêve américain dans un pays qui s'est construit sur le plus grand génocide de l'humanité? C'est plus de 80% des populations locales qui ont été massacrées de façon atroce. Et puis ensuite l'esclavage qui a duré 400 ans. Est-ce qu'un rêve américain est basé sur un cauchemar pareil? Et puis comment on peut vivre sans rêver? Alors, dans ces deux premiers livres, que ce soit Rome Express ou à Porto Rico, on voit déjà ça. Hein, on voit déjà ça quand il écrit cet article où il veut jeter tous ses vêtements sans jamais les remettre. Et puis tout d'un coup, il se rend compte qu'il est là, en fait, pour transformer cet Éden, où c'est la première fois qu'il trouve la paix en 10 ans. Et avec son article, il va en faire, grosso modo, un enfer touristique. Donc il a déjà eu cette désillusion-là. Avec les Hells Angels, les Hells Angels, c'est un peu cette horde de chevaux sauvages, comme ça, sans foi ni loi, qui roulent pour avoir ce sentiment de liberté. Et puis là, on a vu aussi que finalement, c'était un peu pathétique à la fin, parce que quand on a mal aux dents, ben voilà, on est bloqué, quoi. Le rebelle, il se bloque. Donc il y a eu ces deux désillusions-là. Et la troisième désillusion avec, on va se battre en politique, on va gagner à Aspen, on va commencer là, et puis non, ça se fait pas. C'est encore un fiasco à quelques voix près, mais ça passe pas. Où est passée la liberté? Où est passé le courage? Où est passé le rêve? Et où est la justice dans tout ça? C'est bien contre l'injustice que les gens se soulèvent. La contre-culture, c'est aussi cela. Contre la culture raciste, contre l'impérialisme, contre les privilèges, contre l'ordre établi par la force et la violence. Puisque c'est ça l'Amérique. C'est un ordre établi par la force et la violence. Il ne faut pas oublier que le motto de la société américaine, c'est « Home of the brave and land of the free ». Ce qui veut dire la maison du courage et le pays de la liberté. Mais arrivons enfin à Las Vegas. Le coffre de la voiture ressemblait à un labo ambulant de la brigade des stupes. Nous avions 2 sacoches d'herbe, 75 pastilles de mescaline, 5 feuilles d'acide buvard carabiné, une demi-salière de cocaïne et une galaxie complète et multicolore de remontants, tranquillisants, hurlants, désopilants. Sans oublier 1 litre de tequila, 1 litre de rhum, un carton de Budweiser, un demi-litre d'éther pur et 2 douzaines d'ampoules de nitrite d'amyle. La seule chose qui m'inquiétait vraiment, c'était l'éther. Il n'est rien au monde de plus désemparé et de plus irresponsable et de plus dépravé qu'un homme qui est dans l'éther jusqu'aux mirettes. Or, je me doutais bien qu'on ne tarderait pas à passer à cette saleté. Dès la prochaine station-service, probablement. Dans le livre Raoul Duke et Thompson et de Dr. Gonzo, c'est Acosta. Alors l'article pour Sport Illustrated ne sera jamais publié,
mais c'est Rolling Stone qui s'attachera à republier le livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Rolling Stone? Rolling Stone, c'est évidemment le groupe mythique de rock and roll anglais, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, Rolling Stone? Rolling Stone, ça veut dire la pierre qui roule. Mais si on s'attache à l'argot de l'époque, Stone, ça veut dire défoncer, ça veut dire high, ça veut dire être dans une réalité parallèle à celle du commun des mortels, et c'est exactement l'état dans lequel se trouvent Raoul Duke et le docteur Gonzo quand ils arrivent sur Las Vegas. Page 19. « Nous sommes tes amis, s'écria mon avocat, on n'est pas pareil que les autres. » « Oh Seigneur, pensais-je, ça y est, il débloque. Je ne veux plus rien entendre de la sorte, coupai-je sèchement. Sans ça, je te colle les sangsues. » Il me fit une grimace qui pouvait laisser croire qu'il avait compris. Heureusement, il y avait dans la bagnole un bouquin de tous les diables. Entre le vent et la radio et le magnéto, le petit gars à l'arrière aurait été bien en peine de saisir une seule parole. Oui, parce qu'ils ont ramassé un autostoppeur, ça peut même dire, oui. Ouais. Et s'il entendait? Combien de temps pouvons-nous tenir, me demandai-je. Combien de temps avant que l'un de nous deux se mette à baragouiner et à divaguer devant ce jeune gars? Que penserait-il alors? C'est dans ce même désert abandonné que la famille Manson avait établi sa dernière résidence connue. Va-t-il avoir la sinistre idée de faire le rapport quand mon avocat va commencer à hurler qu'il voit des chauves-souris et de gigantesques Raymontas foncer droit sur la voiture? Si oui, il ne nous restera plus qu'à lui couper le sifflet et à l'enterrer quelque part. Parce qu'il va sans dire que nous ne pouvons plus le laisser filer. Il irait immédiatement nous dénoncer à je ne sais quelle organisation nazie des familles pour l'application de la loi qui nous traquerait comme des chiens enragés. La question suivante serait, mais pourquoi? Pourquoi toute cette drogue? Pourquoi Alors, je crois que j'ai déjà répondu. Le rêve américain. Alors, à ce moment-là, en 70, il y a cette immense tristesse à la suite des années 60, où tous les espoirs semblent s'être volatilisés. Ceux créés par la Beat Generation, mais aussi par les mouvements sociaux, Martin Luther King, les Black Panthers, l'American Indian Movement, l'Asian American Movement, les Brown Berets, les mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam, et surtout l'assassinat de Kennedy et l'arrivée au pouvoir de Nixon. Être à San Francisco au milieu des années 60 était une expérience extraordinairement spéciale. Peut-être que cela voulait dire quelque chose, à long terme peut-être pas, mais aucune explication, aucun mélange de musique, de mots et de souvenirs ne peut exprimer le fait que vous étiez là, en vie, à faire partie intégrante de ce qui se déroulait dans ce petit coin du monde. Quoi que ça veuille dire, l'histoire est difficile à comprendre, à savoir ou même à découvrir, vu toutes les conneries qu'on nous a bassinées. Mais même sans être sûr de l'histoire, il semble tout à fait raisonnable de penser qu'à certains moments de l'histoire, l'énergie de toute une génération se concentre dans un faisceau dirigé sur un lieu particulier pour des raisons que personne ne comprend à l'époque et qui n'expliquent jamais, même avec les années, ce qui s'est réellement passé. Il y avait un sens commun universel que, quoi que nous fassions, nous avions raison et que nous étions en train de gagner. Cette victoire inévitable contre les forces du vieux et du mal. Pas au sens militaire, on n'avait pas besoin de ça. Notre énergie nous suffisait. Notre énergie était la seule chose dont on avait besoin. Ça n'avait aucun sens de se battre, que ce soit de notre côté ou du leur. Le timing était avec nous. Nous étions au sommet de la vague, une vague magnifique. Et maintenant, à peine 5 ans plus tard, sur une colline au nord de Vegas, on peut regarder vers l'ouest avec les yeux qu'il faut et voir exactement où cette vague s'est écrasée, puis retirée. Que ce soit pour Acosta qui rêve de justice et de liberté, ou pour Hunter qui a cherché cette liberté dans les îles des Caraïbes ou dans ses chevauchées avec les motards hors la loi, ou encore dans ses tentatives politiques, il semble que la seule issue, dès le début des années 70, se trouve dans des dimensions parallèles, accessibles à ceux qui ont assez de courage pour défier la loi en se procurant les drogues nécessaires. Ceci dit, cela n'est pas nouveau. On ne peut s'empêcher de penser au XIXe siècle, notre époque romantique avec Baudelaire et ses paradis artificiels, et même au XXe siècle, quand on parle de mescaline, on pense évidemment à Henri Michaud, ou même quand on se réfère au mouvement surréaliste, et même Boris Vian. Il s'agit bien là, partout, de réalités parallèles. Mais quand le bouquin sort en Amérique, l'Amérique n'a jamais vu ça. Les critiques sont d'abord sous choc, condamnant la drogue et les frasques de ces deux fous hallucinés.
Puis Christophe Lehmann écrit pour le New York Times, « N'essayez pas de comprendre ce qui se passe dans ce livre. Tout le livre se résume à une prose corrosive, folle et poétique qui reprend le flambeau après le rêve américain de Norman Mailer et qui explore des régions de l'esprit où Tom Wolfe n'a jamais osé mettre les pieds. Crawford Woods écrira un peu plus tard, toujours pour le New York Times, « Ce livre est un tel ouragan de l'esprit qu'il nous faut un peu de temps pour comprendre que c'est aussi de la littérature. » Il ajoutera, en ce qui concerne Thomson, « Il croit à l'autorité de ses sens et la clarté d'un cerveau qui oscille entre brillance et épuisement. » Page 73-74. Mettez-vous devant cette machine fantastique, mon ami, et pour la modique somme de 99 cents, votre image apparaîtra sur un écran de 60 mètres de haut, en plein centre de Las Vegas. Encore 99 cents, et vous pourrez délivrer un message par la voix. Dis ce que t'as envie, mon gars, et t'entendront. T'en fais pas pour ça. Rappelle-toi que tu feras 60 mètres de haut. D'où Jésus. Me voyais allongé dans mon lit au Mint Hotel, à moitié endormi, regardant dans le vide par la fenêtre, lorsque soudain une saleté d'ivrogne nazie de 60 mètres de haut ferait son apparition sur le ciel du fond de la nuit pour hurler au monde des idioties comme Woodstock über alles. Il faudra fermer les doubles rideaux ce soir. Un truc comme ça, qu'on envoyait un drogué se balader sur les murs de la chambre, où il rebondirait en rond comme une balle de ping-pong. Les hallucinations sont déjà assez dures, mais au bout d'un moment, on apprend à faire face à l'apparition de sa grand-mère décédée en remontant le long de la jambe, en rampant avec un couteau entre les dents. La plupart des amateurs d'acide s'en sortent très bien de ce genre de choses. Mais personne ne peut tenir l'autre tripe. La possibilité que le premier débile venu avec $1,98 en poche entre au Circus et apparaisse soudain en plein ciel par-dessus le ciel de Las Vegas en faisant 12 fois la taille de Dieu et hurlant ce qui lui passe par la tête. Non, ce n'est pas une ville pour les drogues psychédéliques. La réalité elle-même y est trop déformée. Alors, ce qui me paraît important maintenant, c'est le contraste entre deux illusions. Un, l'illusion de la drogue, ce qui est clair, mais l'autre, c'est l'illusion même de l'Amérique. L'illusion de la culture américaine orchestrée par les Walt Disney, John Wayne et autres créateurs du mythe américain. La ville de Las Vegas est l'apothéose pour moi de l'artificialité de l'Amérique. Jamais une ville n'aurait dû exister dans cette partie du désert du Nevada. Il a fallu détourner des fleuves pour l'abreuver au détriment de ceux qui avaient vécu dans ces régions pendant des milliers d'années. Oui, les Indiens, les Banoks, les Shoshones et les Paiutes qui vivaient là. Ah oui, mais un bon Indien est un Indien mort, comme dirait John Wayne. Elvis qui lui répond « Vive à Las Vegas » derrière. Il a dû créer le barrage d'Hoover pour alimenter en électricité ces conneries. Et quand on crée un barrage, on inonde, donc on détruit encore. Tous ces casinos labyrinthes conçus de la sorte pour qu'on ne trouve jamais la sortie, sans aucune fenêtre pour vous faire perdre la notion du temps, où l'on vous abreuve d'alcool gratuit de la pire qualité pour plus encore vous faire perdre pied. Bref, cet énorme piège à con, à la finale, on est en droit de se demander si les réalités parallèles créées par les drogues ne sont pas plus saines que la mystification du réel créée par la société américaine. Le fait est que la collision des deux est forcément explosive. Page 272. Je décrochais donc, c'était mon ami Bruce Innes qui a appelé du Circus. Il avait trouvé l'homme qui pouvait me vendre le singe que je cherchais. Son prix, $700. Mais quelle espèce de tocard avons-nous à faire, dis-je. Hier soir, c'était 400. Il prétend qu'il vient de s'apercevoir que la créature était apprivoisée, répondit Bruce. Il l'avait laissé dormir dans sa caravane hier soir, et la bête a chié dans la cabine de douche. Mais ça veut rien dire, dis-je. Les singes sont attirés par l'eau, le prochain coup, il chiera dans l'évier. Tu ferais peut-être bien de venir voir et discuter avec le gars, reprit Bruce. Il est ici au bar avec moi. Je lui ai fait savoir que tu désirais vraiment avoir ce singe à qui tu pouvais donner un vrai foyer. Je pense qu'il voudra négocier. C'est qu'il est vraiment attaché à cette créature puante qui est ici au bar avec nous et qui est assise sur son tabouret en train de baver dans son boc de bière. D'accord, dis-je. J'arrive dans 10 minutes. Faites attention que la connasse ne se saoule pas. Je veux faire sa connaissance dans son état naturel. Et voilà. Que vient faire ce primate dans l'histoire? Il semblerait qu'on ait besoin d'en revenir à la préhistoire, au tout début de l'histoire de l'homme, pour reprendre pied dans la cacophonie de ce cirque. Et le casino en question ne s'appelle-t-il pas le Circus?
Page 288-289. Sinistre comme musique d'aéroport. La musique qui dit oui, c'est dur pour le dire, c'est dur pour dire que vous avez aimé en vain. Ça arrive comme ça, de temps à autre, qu'il y ait des jours où tout est vain, une journée qui vaut pas tripette, du lever au coucher. Et si vous savez ce qui est bon pour vous, ces jours-là, vous vous planquez dans un coin tranquille et vous vous contentez de voir venir, et peut-être de réfléchir un petit coup. Vous vous étalez sur une vieille chaise en bois, vous baissez le store pour ne pas voir la circulation, et vous faites finement sauter la capsule de 5 ou 8 Budweiser. Vous fumez un paquet de Marlboro King, vous mangez un sandwich au beurre de cacahuète, et finalement, vers le soir, vous vous avalez une boulette de bonne mescaline, puis un peu plus tard, vous poussez jusqu'à la plage, et de brume en brisant, vous barbotez sur vos pieds engourdis de froid à une dizaine de mètres des flots, clopinant à travers les tribus d'oiseaux de mer, les picoreurs de sable, les cavaleurs, les coureurs de femelles, stupides petits oiseaux, crabes et suceurs de sel, avec ici ou là un grand pervers ou un rejeté total qui boitille à distance et se morfond tout seul derrière les dunes et les bois flottants. Prémonition. Évidemment, le rejeté total qui boitille à distance, c'est Hunter qui, à la fin de sa vie, se retrouvera plâtré des doigts de pied jusqu'à la hanche, ce qui accélérera sa déprime et le poussera à se donner la mort.